Hello, hello, bienvenue sur Loud Podcast, le podcast où on parle création de contenu réseaux sociaux, non pas uniquement pour les vues, mais parce qu'on sait qu'ils constituent de formidables alliés pour se former et atteindre des opportunités. En parlant d'atteindre des opportunités au Gabon, j'ai le plaisir d'échanger durant cet épisode avec Brady Jordan, vidéaste, acteur de tourisme qui use de la création de contenu pour promouvoir ses compétences et décrocher des marchés avec de hautes institutions, comme l'ambassade de Chine, les Nations Unies et bien d'autres. Brady, c'est l'histoire d'un passionné qui a tout appris par lui-même à force de curiosité et de sacrifice en plus de la persévérance. Mais derrière les stratégies qu'il nous partagera sur le storytelling, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux comme WhatsApp et TikTok qui, selon ses prédictions, sont le futur en Afrique, il y a aussi une histoire plus profonde et une longue dépression de plus de 5 ans sur laquelle il a bien voulu se confier. C'est une conversation pleine de lumière, de sincérité et de techniques concrètes pour les communicants comme on les aime ici. Alors installe-toi, abonne-toi au podcast et bienvenue sur Loud Podcast. Bonjour Brady. Salut Cynthia. Merci encore d'être présent avec nous pour cet épisode de podcast parce que je suis convaincue que les auditeurs vont pouvoir gagner énormément de tes connaissances, de tes compétences aussi. Et est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Bidaï Mouyama de nom, Brady Jordan de prénom, et de prénom plus connu Brady Jordan effectivement. Je suis un jeune entrepreneur gabonais, je suis né à Port-Gentil, j'ai grandi à Port-Gentil, étudié là-bas, sauf une année que j'ai faite au lycée aussi à Gamba. Je suis un Mapuno de Ndende, je suis un Adouma de l'Astorville. Et je suis passionné par l'Afrique, je suis passionné par l'audiovisuel et par les nouvelles technologies. Et j'aime à transmettre des choses, des émotions à travers ce que je peux réaliser comme film. Et au fil du temps, j'ai appris à découvrir mon pays et à découvrir le potentiel qu'il a et à rencontrer des gens qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis, pas forcément de manière très directe, mais même indirecte dans une conversation, dans une façon de vouloir raconter son histoire. Donc voilà que j'ai pu aujourd'hui, je fais beaucoup de partenariats maintenant avec l'ambassade de Chine du Gabon, parce que j'estime que c'est un pays qui a trop d'avance sur le reste du monde et je pense qu'il faut s'entourer des meilleurs si on veut rattraper le temps énorme que l'Afrique a perdu et que le Gabon a perdu. Je dis que tu es passionné, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas un peu ce qu'ils peuvent faire, ils disent je n'ai pas de passion. Et comment est-ce que toi tu as fait pour découvrir tes passions? Alors j'ai toujours été très curieux et puis j'avais quand même un joker, hein. Mon joker c'est mon beau-père mon père qui très jeune nous a donné des outils informatiques pour pouvoir toucher un peu et ça a été ma première façon de voyager. Je voyageais à travers un ordinateur, je regardais ce que les autres faisaient, je jouais à des jeux vidéo en ligne, je faisais des concours de jeux vidéo de danse avec mes cousins qui étaient en France. Donc j'étais déjà proche de voir ce qui se passait un peu ailleurs. Il y a eu la culture cinématographique, regarder beaucoup de films, voir d'autres paysages, se dire j'aimerais aller là-bas, regarder New York, avoir le rêve américain. Je pense que moi justement tout ça a été créé en termes de passion dans la recherche d'activités que je pouvais trouver utiles. Je n'étais pas très jeune fan de suivre un peu tout ce qui était alcoolisme, etc. Ça m'intéressait pas trop. Enfin, je connaissais pas. J'ai eu une période comme ça, bien sûr, dans l'adolescence. Mais du coup, j'étais concentré sur des choses de la vie, je dirais, simples, qui demandaient de se connecter aux gens. Et à force de découvrir plein de choses, en pêle-mêle, j'ai tiré profit de ce qui m'intéressait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir cette passion. Je fais pas mal de choses. J'ai fait de la menuiserie, j'ai fait du jardinage, je faisais des petits boulots les vacances comme ça. On manquait pas d'argent, mais on aimait bien essayer. Et puis ça me faisait gagner de petit argent de poche. Donc les parents trouvaient ça cool et nous aussi on s'amusait bien. C'était pas un travail en tant que tel, mais c'était vraiment un petit truc des vacances et ça a permis justement d'essayer plein de choses, de connaître plein de choses. Et après, moi je suis tombé dans la vidéo avec le lycée. Les photos au lycée, donc faire des photos d'interclasse, faire des projets caritatifs où on aidait des orphelinats à travers des festivals. Donc je faisais toujours ces films-là. Et moi, je voulais être de base architecte et pilote. Architecte parce que petit aussi, je montais des petites maquettes de bateaux, etc. Donc, je pense que la clé pour trouver sa passion, c'est de se connecter à la réalité des gens et à la réalité de la vie.
Ok. Et depuis, tu as structuré ton activité, tes activités, même aujourd'hui. Tu as 2 boîtes. Ouais. 2? C'est pour plus, tu veux préciser. Plein de petits business. Ok. Une boîte officielle. Parce que faut pas aller créer plusieurs boîtes, les impôts, l'État, on n'allait pas survivre à ça. Même on a du mal à survivre avec ça. Mais la boîte a des projets, on va dire des startups. Des projets qui sont en train de se lancer, qui sont en train d'être testés un peu sur le terrain pour voir sa viabilité. Et puis bien sûr d'autres qui rapportent de l'argent, qui à un certain niveau d'argent vont être structurés et vont demander de créer cette boîte, etc., etc. Donc là, c'est une agence de création digitale. Là, c'est une agence audiovisuelle. Ok. Et une agence aussi de solutions digitales, donc sur le numérique. Et maintenant, autre chose, il y a le tourisme. Ok. Et aujourd'hui même, il y a du commerce, bientôt il y a du transit. Ton activité principale, celle, je pense, qui te rapporte la grande majeure de ton chiffre d'affaires, de tes revenus, c'est laquelle? Aujourd'hui, ça peut être un peu mitigé, mais on va quand même dire que c'est l'audiovisuel. Ok. Ma compétence en audiovisuel et mon niveau le niveau que j'ai atteint avec le temps et les contrats que j'ai eus, on va dire que c'est ça. La casquette de promoteur du Gabon peut des fois me rapporter plus que mes réalisations. Donc plus c'est des fois en termes d'argent ou en termes de contrat, parce que faut pas toujours voir l'argent au départ, parce que les contrats peuvent t'emmener de potentielles choses qui vont te rapporter plus d'argent, même si, comme on dit en général, des fois il faut commencer à faire des trucs gratuits pour avoir un portfolio. C'est ce que beaucoup de gens oublient ici dans notre culture en fait. On oublie que je veux me lancer dans l'audiovisuel, je vais peut-être faire 3 vidéos pour des personnes gratuitement pour avoir de quoi montrer à des clients. Sinon j'ai rien à montrer et comment je peux les convaincre? Est-ce que tout de suite je veux toucher de l'argent? C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça marche. Les jeunes ne veulent pas d'abord servir avant pour faire leurs preuves. Il y en a qui veulent apprendre, okay. Mais il y a quand même d'autres qui, je sais pas comment ils ont été lobotomisés le cerveau ici, comment ils ont lobotomisé leur cerveau ici au Gabon, mais c'est un peu cette histoire de l'argent facile. L'argent facile dans le sens où tu ne valorises pas vraiment le métier, tu as acheté vite fait 2-3 choses, tu peux déjà t'improviser professionnel, tu vas faire de l'argent, tu vas pas faire le travail correctement, tu vas avoir des problèmes, c'est beaucoup de complications. Il vaut mieux se structurer un minimum, même dans sa façon de travailler, avant d'affronter les autres défis de la vie pour avoir une entreprise bien prospère. Je suis aussi représentant pour la jeunesse au programme des Nations Unies pour le développement. C'est important de préciser pour le développement parce qu'ils sont là pour accompagner certains projets structurés, des projets réalisables sans trop gros financement. Et en fait, au-delà de ce que moi je fais dans beaucoup de choses, je fais un tourisme d'affaires. Quand je vais pour des missions intérieures du pays, quand je vais pour voir des paysages, on regarde toujours les opportunités de business. Et à l'intérieur du pays, ça coûte pas forcément cher. Même ici, il y a certains trucs que pas souvent. L'idée, c'est de dire aux autres jeunes que bon, oui, moi j'arrive à gagner de l'argent avec ci ou ça ou ci ou ça, mais l'idée c'est pas que vous allez tous faire la même chose que moi, parce que déjà en plus ce que je fais sur internet n'est pas tout ce que je fais sur internet ne rapporte pas de l'argent plus que ça. Ça me permet de voir quand même à la télé. C'est vrai qu'on a fait qu'on dit quand on va à la télé, mais il faut savoir jouer tout ça. Il faut savoir en profiter. Le fait qu'on me voit à la télé parce que j'ai décidé d'utiliser mes réseaux sociaux pour valoriser, ça me donne une certaine autorité qui me permet d'avoir des contrats plus tard. Donc ça veut dire que là, j'ai aussi utilisé Internet à ce moment-là pour gagner de l'argent. Comment t'as fait pour arriver, parce que il y a beaucoup de créateurs de contenu, mais il n'y en a pas beaucoup qui se retrouvent à la télé, il n'y a pas beaucoup qui travaillent avec des institutions. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu quittes de tes réseaux sociaux, tu continues de créer de manière frénétique et après, ce sont des personnes qui viennent à toi? C'est comment, pour une personne qui aimerait aussi demain pouvoir travailler avec des institutions, comme c'est la télé, pour valoriser aussi peut-être son couloir, sa passion, ça peut être la littérature, d'autres ça peut être l'éducation. Comment est-ce que toi tu fais? Justement, pour créer du contenu, c'est d'abord de trouver une bonne niche. Une bonne niche, c'est vraiment la chose dont tu veux parler. Maintenant, la chose dont tu veux parler peut avoir énormément de sujets. Aujourd'hui, moi, je parle de tourisme un peu balnéaire, etc. Et j'aborde maintenant un peu plus le tourisme d'affaires. Mais à un moment donné, il y en a qui peuvent aborder le tourisme de santé. C'est-à-dire qu'ils vont parler que des bienfaits de la pharmacopée gabonaise.
Ça fait énormément de contenu à parler dessus. Donc, tu vas aller te renseigner auprès de certaines personnes des parcs nationaux. Tu vas aller dans des parcs, tu vas apprendre toi-même à connaître les arbres, etc. Dire que ça peut servir pour ci, ça peut soigner ça c'est de la sel de ci, etc. Et donc, tu deviens quelque part. Comment t'es allé de business en business? Oui, je suis allé de business en business et comme j'ai commencé à travailler pour des gens, commencé à travailler pour différentes entreprises, je disais jamais non. J'essayais d'apprendre. Quand je savais que j'avais pas forcément la compétence, soit je demandais rien, soit je demandais le minimum pour payer mon taxi. Donc j'arrivais sur le terrain, j'apprenais et je faisais beaucoup de recherches. Je voyais comment les autres vont faire des documentaires sur une entreprise pétrolière. Donc je regarde, je me documente tout le long. Je me sers d'internet pour ça. Donc j'ai nourri ma connaissance a augmenté sur ce sujet. Je fais des petits trainings, etc. pour bien préparer mes tournages. Et après, je peux proposer à l'entreprise de faire ça gratuitement. J'ai fait ça à une entreprise gratuitement, ça me fait un portfolio, le reste, il paye. Donc, il faut des fois penser comme ça, en fait. Tu trouves la niche, tu t'exerces, tu regardes ce que les autres font ailleurs qui fonctionne, et tu réinventes pas la roue. C'est juste que ton sujet sera différent parce que tu vas parler d'autre chose. Tu vas parler du Gabon, tu vas pas parler des États-Unis. Tu vas parler Gabon, tu vas parler de la Finlande, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure que tu gagnes en notoriété sur les réseaux sociaux, parce que ton contenu, mon contenu est utile aux gens. C'est vraiment ce que j'ai cherché à faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas enregistrer mes vidéos, tu vas les partager, pas parce que c'est drôle, pas parce que c'est le buzz actuellement, mais parce que ça va te servir, tu penses que ça va te servir à un moment ou à un autre. Et quand tu trouves cette niche-là, bah, tu te retrouves à être comme ma chérie le dit souvent, tu te retrouves à côtoyer, à avoir un certain carnet d'adresses. Est-ce que toi, par ton prisme de créateur de contenu, est-ce que pour toi c'est cohérent, c'est-à-dire relations diplomatiques, politiques et même les institutions, est-ce que c'est cohérent pour ces derniers d'être sur les réseaux? Oui, c'est cohérent parce que le monde évolue. À une époque, pour se parler, on envoyait des colombes ou des lettres par la poste. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus rapidement. Donc, il faut comprendre que faut pas chercher à réinventer la machine, à faire les longs débats. Oui, mais c'est pas normal que c'est non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde fonctionne comme ça. Soit tu fais le grand mec des débats et tu es dans toutes les polémiques pour dire et pour expliquer. Soit tu sais que ça fonctionne comme ça, tu l'utilises pour justement tes besoins à toi, en fait. Tu l'utilises pour atteindre ta cible. Et c'est pour ça que c'est important de bien communiquer, que tu sois une institution, une entreprise. Une entreprise qui ne communique pas correctement, on va la prendre pour une entreprise donc qui fout rien, qui fait rien, etc. Une entreprise qui communique pas sur sa partie RSE, etc. On va penser que eux ils sont juste venus faire de l'argent, alors que des fois ces entreprises ont des projets. Et c'est ce qui est important et qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que si tu peux pas raconter ton histoire, tu perds une valeur ajoutée de ton entreprise ou de ton projet. Aujourd'hui, moi j'ai des gens qui ont souvent voulu dire que moi je suis enfant de tel, parce que j'ai un peu le teint clair. J'ai précisé mes ethnies au début, on dit que oui, lui c'est un Mianais, les Mianais ont forcément l'argent, en plus lui c'est un blanc Mianais, forcément l'argent, il y a quelqu'un qui le pistonne, il y a quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, qui fait ci. Et je dis toujours aux gens que si vous ne me connaissez pas, avant de raconter n'importe quoi, je dis ça, parce que je fais ça, j'aime ça. Je dis, allez-y sur mon Instagram, remontez, vous allez arriver à 2015, mes premières photos, et vous pouvez suivre mon évolution, en fait. Et c'est pour ça que des fois, je me retrouve à travailler avec des entreprises qui font cette erreur-là, ou des institutions qui font cette erreur. On va t'appeler à la dernière minute quand le problème est là. Alors qu'en réalité, ils ont commencé les projets depuis, et ils auraient pu le documenter. Et aujourd'hui, tu as des gens qui deviennent des ambassadeurs à ta place, parce que par exemple, tu es en train de construire une école, tu montres depuis le départ que l'école était abandonnée, tu montres comment tu avances un peu, on va venir te dire quoi. Tu travailles, tu n'as plus besoin de te justifier. Et le jour où tu vas vouloir accorder un autre marché à ton entreprise, on va se dire que bah oui, bien sûr qu'il travaille, toute la population, même toute la population a vu ce qu'il fait. Et bah bien sûr, c'est un peu du trafic d'influence, mais dans le bon sens. Tu dois pouvoir influencer dans le bon sens. On aime bien parler de tout ce qui est influenceur, etc., mais quand quelqu'un est, comment il s'appelle, j'ai oublié comment il s'appelle, c'était un Congolais qui était le prix Nobel de la paix parce qu'il réparait les femmes qui étaient violées au Congo. J'ai oublié son nom. Le docteur. Moukwabé, quelque chose comme ça, voilà. Mais tu vois, il influence. En vrai, ce qui fait influence. Donc on peut dire que c'est un influenceur. Sauf qu'on va tout de suite ramener ça à faire des trucs rigolos, TikTok, machin, patati patata. Mais lui, il a influencé la vie de certaines personnes.
Et en fait, il faut souvent revenir sur ces termes-là qui sont malheureusement très utilisés de manière péjorative et se rendre compte de ce que ça a comme valeur. Et aujourd'hui, par exemple, si tu prends des exemples comme lui que tu traites d'influenceur, tu vas jamais te retrouver en tant qu'entreprise à travailler avec quelqu'un qui parle de choses obscènes sur le net pour ton entreprise. Pourtant, tu as beaucoup qui font cette erreur. Ils vont... Est-ce que c'est mal? On a besoin de tout, on a besoin de tout, on a besoin de... Non, mais est-ce que se divertir, c'est insulter? Est-ce que se divertir, c'est aborder des choses de manière vulgaire? Est-ce que se divertir, c'est créer des clashs pour, etc. Il y a des gens qui ailleurs se suicident pour ça. Oui, il y a aussi beaucoup de gens qui like, il y a aussi beaucoup, parce que si ça ne marchait pas, si quand on finit d'insulter, il n'y a pas de like, il n'y a pas de vue dans les directs, ils ne le feraient pas, ils changeraient de niche et... Oui, mais tu as deux risques dans ce cadre-là. Tu ne vas jamais te retrouver dans un certain environnement valorisant. On va pas te respecter. Tu auras de l'argent, tu peux avoir peut-être de l'argent jusqu'à ce que les réseaux te bannissent pour mauvais contenu ou contenu indécent, etc., etc. Tu pourras générer de l'argent, mais tu vas pas te retrouver à tel ou tel endroit, comme je viens de dire, avec X ou Y pour faire évoluer certaines choses. Et après, faut te dire, si c'est ça, bah, tu peux aussi voler. Tu peux voler, tu peux braquer, ça te fait de l'argent. Si c'est ça la finalité. Voler de l'argent, par exemple, voler l'argent du contribuable et qu'ensuite s'alimenter sur les réseaux sociaux. Et si la finalité c'est d'avoir la thune et de se dire que oui, mais tu es sur les réseaux, moi ce que je fais, c'est créer du buzz, la plateforme me paye, j'ai de l'argent, la finalité c'est donc quoi? C'est d'avoir de l'argent. Mais donc dans ce cas, tous ceux qui font du n'importe quoi peuvent avoir de l'argent. Non, la finalité c'est peut-être de faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime ne doit pas, pour moi, ta liberté s'arrête ou quand tu commences à toucher celle des autres ou à influencer d'une mauvaise manière celle des autres. Tu peux faire tes choses. Après, c'est le monde dans lequel on évolue. Tu peux surfer dessus. Si tu arrives à te regarder dans un miroir, tant mieux. Mais toi et moi, on sera jamais sur la même table. Et après, comme je dis, c'est vraiment un choix personnel. Si toi tu dis, moi je vais choisir cette niche je vais inventer les fake news sur le Gabon. Voilà, je vais inventer les fake news sur l'Afrique, que les Africains mangent le sable, que machin. Tu vas gagner des vues parce que les gens seront curieux s'ils connaissent pas l'Afrique de voir ça. Et puis tu vas venir dire quoi au gars? Lui va te dire que moi je fais ce que je veux. Donc, pour moi, il y a une question d'éthique et c'est un débat de mœurs et de valeurs. C'est un débat d'éducation. Si, pour ma part, les gens pensent comme ça, en s'assurant directement qu'on est libre de faire ce qu'on veut, tu es libre de faire ce que tu veux sur Terre. Tu es même libre de tuer quelqu'un en réalité. Même s'il y a des... En fait, quand je dis que tu es libre de faire ça, c'est que si tu veux le faire, tu peux le faire. Il y a des conséquences après, mais tu auras déjà fait l'acte. Et il y a des conséquences pour tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, t'en as qui ont fait des choses sur Internet. Les choses sur Internet ne s'effacent jamais. Oui, t'es sur 3 différents réseaux sociaux. 4. YouTube. On va dire 5. 5? Ouais. Ok, on va le faire. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et WhatsApp. Qui n'est en général pas considéré comme un réseau social, mais qui est en réalité le premier réseau social utilisé plus ou moins parce que tout le monde utilise WhatsApp pour communiquer, mais tout le monde n'est pas sur Facebook, Instagram. C'est un réseau social, c'est vraiment un réseau social. C'est juste une différente utilisation. C'est très vrai. C'est un réseau social. Et aujourd'hui, comment est-ce que toi tu utilises WhatsApp pour ton business? J'utilise WhatsApp pour communiquer directement avec les personnes qui sont intéressées par ce que je fais. WhatsApp pour moi aujourd'hui est la chose la plus importante en matière de communication avec les personnes avec qui je suis. Pourquoi? Parce que sur Internet, je peux poster un truc, toi, tu peux avoir une journée un peu compliquée, tu peux ne pas voir si c'est une story. 24 heures plus tard, tu auras zappé une story. Tu peux ne pas tomber dessus sur l'algorithme, alors que le fait d'avoir les contacts des gens, je t'envoie directement un message. Tôt ou tard, tu auras la notification pour ça. Donc pour moi, c'est vraiment non négligeable. Je suis prêt à zapper beaucoup de choses sur les autres réseaux pour me concentrer au maximum sur. Après, je les ramène sur WhatsApp. Je pense que la plus grosse chaîne WhatsApp du Gabon, c'est pas celle de la présidence, j'aurais misé dessus, mais c'est celle de la FEGAFOOT qui a environ 70 000 personnes sur une chaîne. Wow. Moi, je n'en suis qu'à 900. Ok, c'est déjà bien. C'est déjà bien par rapport à la population du Gabon. Mais quand tu dis,
entracte publicitaire. Alors que tu savoures cet épisode de podcast, je t'annonce simplement que la formation 1 heure par mois pour devenir visible, où je t'apprends mes techniques ninja pour créer des vidéos de qualité avec ton téléphone, publier du contenu qui attire réellement de l'engagement, des likes, des commentaires et rend ton business de plus en plus visible. Et en plus te permet de vendre à des clients et à présent disponible. Pour nous rejoindre, c'est simple, tu as juste à cliquer sous le lien en description de cette vidéo et je te laisse pour la suite de l'épisode. Tu ramènes sur WhatsApp, tu ramènes sur quel format? Sur un format de chaîne où je les informe. Après, ils ont un contact précis, ils peuvent poser leurs questions. Mais l'idée, c'est que sur la chaîne WhatsApp, je puisse communiquer avec eux sur des informations importantes, faire des sondages aussi, envoyer des photos et faciliter pour des réservations sur des événements ou des masterclass, etc. Après, ils peuvent directement écrire sur le numéro qui est à l'intérieur. C'est facile parce que là, directement, les gens peuvent te parler parce que c'est le numéro de téléphone facilement. Tout comme aussi, j'ai les mails de ces personnes. Pourquoi tu n'as pas pourquoi la chaîne WhatsApp? Parce que la chaîne donc c'est vraiment descendant. Pourquoi la chaîne et pas le groupe? Parce que dans un groupe, tout le monde peut parler. Imaginons un groupe, j'ai dit qu'il y a 900. Imaginons un groupe de 100 personnes qui parlent en même temps des opportunités du Gabon et de la Chine. On ne pourra pas contrôler le flux de conversation. C'est pour ça que la chaîne est spécifique pour ça. Si les gens veulent aborder un sujet, ils peuvent le faire lorsque je fais des directs en ligne ou lorsque je fais des événements en présentiel ou en m'écrivant sur le numéro. Et je vais répondre. On peut faire des appels des fois mais un groupe, ça peut être trop de désordre et ça demande trop de modération. 900 personnes dans un groupe, ça va pas le faire. Et en plus, tu n'arriverais pas à être optimal, à traiter les demandes des gens rapidement. Non. Ils vont structurer les choses. Et pour certaines choses, après, ils vont sur des plateformes particulières où ils vont remplir des formulaires, où ils vont poser leurs questions. Donc, c'est organisé comme ça. Parce que le but, c'est pas tant d'avoir une grosse demande, c'est de pouvoir gérer déjà ce qui est là de manière évolutive. J'ai un ami créateur de contenu qui est d'ailleurs passé sur le podcast. C'est la deuxième personne qui me parle de WhatsApp parce que lui, j'avais dit comme ça en lapsus, oui, de manière à appeler e-commerce en Afrique, mais il m'a dit non, le e-commerce en Afrique sur WhatsApp. Aujourd'hui, en Afrique, tu veux commander en ligne, tu commandes et la transaction se fait sur WhatsApp en quelque sorte. Est-ce que toi aujourd'hui, tu vois WhatsApp comme un potentiel concurrent d'Instagram ou même si c'est dans le même groupe, hein, mais est-ce que c'est peut-être sur le continent africain, est-ce que c'est un réseau social qui va prendre de l'ampleur en matière de création de contenu intentionnel et en matière aussi de transactions financières pour les entrepreneurs africains? Alors, en fait, c'est pas que WhatsApp va venir les concurrencer. WhatsApp est déjà en avance sur toutes ces plateformes-là. Parce que comme je l'ai dit, sur toutes les plateformes qui ont été citées au départ là, toutes les personnes qui ont sur cette plateforme ont WhatsApp. Mais toutes les personnes qui ont WhatsApp n'ont pas toutes ces plateformes. Le nombre d'utilisateurs sur WhatsApp en Afrique est extrêmement grand et c'est le plus populaire. C'est juste que les gens ne le voient pas comme un réseau. Ce que justement l'ami que tu as eu en podcast, quand il parle de plateforme pour parler business et faire des échanges e-commerce, c'est une réalité parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu as WhatsApp qui a les boutiques où tu peux avoir les catalogues, mais même le fait de mettre en statut ce que tu vends, d'avoir la discussion directe avec le client, c'est pas la même chose quand tu vas poster. Quand tu vas poster sur les réseaux, si je poste par exemple sur Facebook là, et que toi tu es au travail, tu t'es connecté dans 5 heures de temps, tu peux ne jamais tomber sur la publication en fait. Donc, alors que tu peux déjà avoir tes clients cibles et envoyer ça directement. Donc, c'est pas que WhatsApp va venir les concurrencer. WhatsApp a beaucoup d'avance sur la récolte de données des gens. Et c'est pour ça que Mark Zuckerberg a acheté WhatsApp. Parce que pour lui, c'est là-bas la vraie puissance de la donnée. Parce que même s'ils disent qu'ils ne sauraient pas, mais les conversations qu'on a servent à comprendre le comportement des Africains. Et donc tu vas voir, tel est venu investir en Afrique
100 milliards. Je me dis, comment il peut aider ça? Il sait ce qu'il fait. Les chiffres ne mentent pas. Dans mes prévisions, tu penses que les créateurs de contenu, même les entrepreneurs, ils vont être un peu plus intentionnels, c'est-à-dire ne plus poster par exemple une story de manière spontanée, ton chien a mangé, tu postes, mais vont penser business derrière les stories, comme c'est déjà le cas sur Instagram. Bien sur Instagram, quand tu vas faire des stories, c'est parce que je veux que ça convertisse, je veux raconter. Tu me demandes si les créateurs de contenu ont pensé comme ça? Oui, les créateurs de contenu, même les entrepreneurs, les entrepreneurs qui ont à cœur la communication numérique. Je pense que ça dépend du profil de personne. Tu peux aller sur mon Instagram. Il y a des communications sur un statut par exemple qui sont très pro. Il y en a qui sont juste spontanés. Donc ça va dépendre vraiment de la personne. Il y en a qui aiment juste partager leur vie comme ça et qui n'ont pas besoin de faire de belles infographies. Ils partagent juste son lifestyle et les gens apprécient dans son authenticité. Mais souvent, souvent ce qu'on dit instantané, ce qu'on dit spontané, n'est pas forcément spontané. C'est-à-dire, pour analyser beaucoup de créateurs de contenu, et même on parlait avec certains d'entre eux, le spontané n'est plus aujourd'hui toujours spontané. C'est-à-dire, on sait le pouvoir du storytelling, on sait que c'est important que les gens s'identifient à nous. Et il y a eu par exemple la tendance du filtre, où les femmes, même tous les créateurs de contenu, on utilise les filtres parce qu'on va assumer notre visage. Au début, ça n'a pas été parce qu'on utilise les filtres, ça a été parce qu'on doit s'efforcer, les habitudes changent, les gens doivent être plus près de l'audience, donc on doit être naturel, on doit pouvoir faire que les gens s'identifient. Donc, est-ce que en soi, oui, le spontané, forcément, on va le poster, mais est-ce que tu penses que ça va... Est-ce que WhatsApp va vraiment être un outil de communication business? Oui. En fait, comme on dit, practice make perfect. Plus tu pratiques, plus ça va parfait. Sans t'en rendre compte, tu vas améliorer la qualité de comment tu filmes ta vie. Tu vas améliorer la qualité de comment tu mets du storytelling. Ça va pas être calculé, mais plus tu auras l'habitude de faire ça, plus ça devient naturel. Et ce que les autres vont voir comme tu as voulu le montrer propre, tu as voulu filmer droit, etc., ce sera juste naturel pour toi parce que tu vas améliorer la façon dont tu prends en photo, un paysage. Donc ça va pas être plus travaillé que ça, mais ça va devenir inné. Maintenant, j'ai envie de te dire, on parle tous business sur WhatsApp. C'est que même quand tu commences à parler avec quelqu'un, au bout d'un moment, tu dis passe-moi ton numéro pour avoir une conversation un peu plus longue, pour envoyer des langues d'avocat, etc. Mais c'est très négligé. En fait, pour ceux qui font de la création de contenu qui sont en Afrique, ils doivent déjà mieux utiliser WhatsApp. Parce que c'est l'avenir de la chose, en fait. Parce que c'est le seul élément qui te permet d'avoir un contact direct avec personne où je peux avoir le numéro et appeler directement. Pour avoir, par exemple, ton WhatsApp, je suis obligé d'avoir ton numéro de téléphone. Donc on a déjà ce lien-là, qui n'est pas facile à briser quand tu utilises l'habitude des consommateurs, quand tu as besoin de faire du business, comparé à juste poster un truc sur une page. Aujourd'hui, pour moi, les 900 personnes sur les 1800 personnes que j'ai sur WhatsApp, parce qu'il n'y a que 900 pour l'instant que j'ai réussi à convertir sur Facebook, il y en a qui ne sont pas encore habitués à ces détails-là. Et les 1800 personnes que j'ai sont toutes aussi pragmatiques, sont plus pragmatiques que beaucoup d'autres sur tous les réseaux où j'ai 40 000, 16 000, tout ça. Pourquoi? Parce que je peux directement discuter avec eux, parce que ils interagissent. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai lancé un sondage tout à l'heure, je suis sûr qu'à la fin de la journée, je pourrai avoir au moins 400 réponses. Tu suis les analytiques? Oui. Tous les jours? Beaucoup? Tous les jours. Qu'est-ce que tu regardes? Quels sont les différents indicateurs que tu regardes? Quand je ne suis pas satisfait d'une réponse que je veux, je fais des analyses plus poussées. Mais en premier lieu, je regarde l'âge. Je regarde aussi tous les gens regardent ce que je fais. Ça, c'est très important. Et sur les vidéos, je regarde le temps que les gens mettent sur une vidéo qu'ils regardent. Donc, je vais poster une vidéo d'1 minute. À quel moment ils vont quitter la vidéo? Est-ce qu'ils vont regarder toute la vidéo, etc. C'est aussi ce qui est important. Est-ce que le message est... Exactement. Est-ce que c'est vraiment passé? Donc, trouver les voies et moyens de faire en sorte qu'ils restent connectés en utilisant quelques hooks spécifiques.
Les hooks qui veulent dire pour les personnes qui ne connaissent Les pas. hooks qui veut dire, c'est genre, j'ai envie de dire, on peut donner comme exemple une phrase d'accroche avant de commencer. C'est-à-dire que tu vas par exemple dire 99% de choses que tu vas savoir dans cette vidéo vont te permettre d'avancer demain. Après, tu commences à aborder le sujet. C'est un style de hook. Il faut l'accroche dès le départ pour que la personne, sinon elle va juste scroller et passer ta vidéo en deux. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais des sondages. Je crée des plateformes par rapport au business que je fais, où j'essaie de comprendre, parce qu'on a ce marché-là en Afrique de la data qui n'existe pas, de pouvoir comprendre les choses. Donc aujourd'hui, par exemple, sur tout ce qu'on fait avec la Chine, environ 1000 personnes, je peux te dire ce qu'elles recherchent comme produit en Chine, je peux te dire dans quel secteur elles travaillent, je peux te dire même si elles sont salariées ou à leur propre compte, etc. Ça, c'est des données qui, j'ai envie de dire, sont non seulement très importantes, mais c'est quelque chose même dans lequel l'État devrait investir en fait. Comprendre les Gabonais, comprendre les
tu peux même commencer avec un téléphone. Tu commences avec un téléphone avec de bas de qualité, tu fais tes vidéos, etc., etc. Et au fur et à mesure, tu peux évoluer avec téléphone, et puis quand tu peux, tu te prends une caméra. Moi, ce que je faisais, c'est que je louais. Quand j'avais un certain niveau de contrat et que je pouvais pas offrir des caméras, je louais quelqu'un qui avait des caméras haut prix. Je mettais ça dans ma facture, en fait. Je ne le voyais pas parce que moi, j'avais déjà demandé. J'ai dit au client que bon, voilà, je mettais dans ma facture location du matériel, etc., etc. Et puis je louais. Pour moi, je travaillais avec une caméra de qualité. J'apprenais à utiliser la caméra de qualité sur Internet parce que si tu maîtrises pas le secteur, enfin, il n'y a pas de chance dans la vie comme ça, sauf si c'est la loterie. Tu vas pas acheter une voiture et puis ne pas savoir comment la conduire, ne pas apprendre à la conduire, ce genre de choses. C'est pareil pour les caméras, c'est pareil pour beaucoup de choses. Il faut chercher soi-même comment utiliser ça de la meilleure façon. Après, tu as arrêter de tout un mode automatique. Les caméras que tu as achetées, tu as un petit mode automatique, tu as le mode automatique qui fait tout automatiquement, mais qui n'est pas forcément performant ou artistique. Et puis tu as le mode manuel que tu peux apprendre à maîtriser au fur et à mesure. Aujourd'hui, je ne maîtrise pas totalement les caméras que j'utilise, mais au fur et à mesure, j'apprends. Sinon, tu vas n'aimer pas. J'étais sur ton TikTok. Si tu es à près de 40 000, plus de 44 000. Pas autant que toi. Mais c'est déjà ça, c'est déjà la population de plusieurs villes au Gabon. Et c'est vrai. C'est un quartier au continent. C'est vrai. Mais au Gabon, c'est déjà quelques villes. Et en parlant en amont du podcast, je me disais, toi, ce qui te distingue des autres, c'est le storytelling. Ouais. Parce que moi, j'ai été surprise, tu vois, je suis allée sur ton compte, il y a de cela, 6 mois, je n'avais pas encore la méthode dont je parle dans ma formation, que je vois actuellement pour la petite publicité, mais j'étais surprise, j'ai vu, il y avait à peu près 6 ou moins de 10 vidéos, et il y avait 44 000 abonnés, et toutes les vidéos avaient marché. Ouais. Les vidéos avaient marché, toi, et à l'époque, je me noyais encore dans mes 1000 vues, là. Et je me suis dit, mais waouh, comment est-ce que c'est possible ça? Bon, aujourd'hui, je rappelle le code dans mon vidéo, c'est à ma formation. C'est effectivement, alors, au Gabon, certaines personnes m'appellent le boss du storytelling. Le boss du storytelling. C'est un peu chiant comme d'être. Quand on veut raconter une belle histoire captivante, etc., on va souvent faire appel à moi. Mais c'est parce que moi j'ai eu le temps d'apprendre autre chose entre temps, et puis j'ai toujours su prendre un pas en avant, essayer d'évoluer dans mon secteur. Et j'ai très vite su au bout d'un moment que être le boss du storytelling, ça va être un niveau. Bien sûr, là, j'essaie d'atteindre d'autres levels. Et quand j'ai le temps, je le fais très bien. Parce que je prends le temps de bien faire chose. Quand j'ai pas le temps, je le fais à moitié. Et donc, pour prendre un exemple, je crois que j'ai publié une vidéo avant dimanche. J'ai publié une vidéo il y a 3 ou 4 jours. Qui, pour moi, devait être une vidéo utile et devait avoir une accroche. Je crois que la vidéo est à 80 000 vues déjà, là, avec environ 1000 personnes qui ont enregistré, 6000 personnes qui ont liké, qui commentent, etc. Mais c'est parce que c'est tous les ingrédients que j'ai cités tout au long de ce podcast qui m'ont permis de faire ça, en fait. J'ai d'abord réfléchi à un sujet. Je me suis renseigné si ça fonctionnait ailleurs. J'ai mis ma sauce à la gabonaise dedans. J'ai mis la musique gabonaise pour pas être striké. J'ai cherché de la musique gabonaise qui date d'il y a plusieurs années où Internet n'était pas encore ce qu'il était, pour ne pas qu'on me coupe, etc., etc. J'ai réfléchi sur les phrases que je voulais aborder. J'ai donc fait un lot de phrases et puis j'ai demandé à l'intelligence artificielle de m'arranger un peu ces phrases-là. J'ai cherché les questions, j'ai tout automatisé, j'ai créé la vidéo. C'est quoi le storytelling? Le storytelling, c'est l'art de raconter les histoires. C'est pouvoir prendre un sujet et pouvoir le transformer en quelque chose de captivant qui va soit convertir son auditeur, donc la personne qui regarde, qui va toucher ses sentiments, mais soit pour qu'il adhère à ta cause, soit pour qu'il te déteste, si tu veux faire détester quelque chose, soit pour le convertir en client et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que il y a une façon de raconter l'histoire de quelqu'un pour que ceux qui vont regarder derrière se disent « Oh, mais oui, lui, il est trop fort. Oh, mais elle, comment elle peut faire ça? Oh, elle est inspirante. » Ce genre de choses. Tu te lèves pas, tu peux être la meilleure personne du monde, tu peux faire le business et faire le chiffre, mais tu peux ne pas savoir raconter ton histoire. Et en général, il faut faire appel
des personnes qui ont craqué le code pour ça. Ça prend combien de temps de faire du storytelling dans une vidéo? Pour une personne qui ne connaît pas, qui dit on va Pour une personne qui ne connaît pas, si elle se concentre bien, je dirais que ça peut prendre au moins 5 à 7 jours. Ok. Parce que la première chose que tu vas faire, c'est te documenter sur le sujet. À ce moment-là, c'est pêle-mêle. Tu veux parler de l'Iboga, tu vas chercher tout ce que tu trouves pour apprendre sur l'Iboga. Ça va rentrer dans ta tête. Au bout de 2-3 jours de te cultiver de ça, ou d'avoir eu un échange, des fois ça peut être un chèque avec tes tutos, tu sais déjà toutes les informations que tu as dessus. Tu commences à te dire, bon, c'est quoi le but de cette vidéo, etc. Donc c'est tous ces petits détails, après tu vas arriver. Mais je pense que le mieux, c'est, moi j'ai payé des formations en ligne pour ça, j'étais pas forcément satisfait, mais j'en ai payé 2 ou 3 à une certaine hauteur de prix. Et en fait, les 3 formations m'ont aidé à trouver mon style de storytelling. Donc souvent, il faut aussi investir sur soi-même pour se former, c'est important. Il a bien investi sur les attention. C'est important. Ça te prend combien de temps pour créer une vidéo? Ça dépend de la durée de la vidéo, mais pas beaucoup. Hein. Et pour le storytelling, parce que j'ai pas répondu, pour moi en storytelling, ça me prend 1-2 heures. Ok. Pour travailler dessus. Tu es déjà un expert. Oui, je fais ça depuis longtemps. Okay. Mais pour créer une vidéo, si j'utilise toutes mes compétences physiques, ça dépend de beaucoup de choses. Mais par exemple là, demain, je vais tourner un spot publicitaire qui va me prendre 2 jours de tournage et 2 jours pour le montage. Tout est déjà rédigé, etc. Par exemple, si je fais les vidéos pour mes sujets, je vais déjà rédiger, je vais utiliser un prompteur. C'est-à-dire que le prompteur, c'est pour gagner en temps. Faut pas se dire, oui, moi j'ai pas envie de lire un prompteur. Tout le monde utilise le prompteur. Faut dire, moi j'ai pas envie d'utiliser un prompteur. Moi j'ai pas envie d'utiliser l'intelligence artificielle. Je vais écrire ça moi-même. L'intelligence artificielle n'invente pas les choses. C'est toi qui vas dire où tu veux qu'il aille, en fait. Et moi, j'étais j'avais peur un peu de tout ça, mais c'est mon petit frère dont j'ai parlé au début du podcast. Il m'a dit, non, il peut répondre à tes mails. Aujourd'hui, quand je reçois un mail, je lis le mail. J'ai compris, soit je suis d'accord avec le client, soit je suis pas d'accord. Je peux demander à l'IA rédige-moi une réponse favorable. Je connais la personne, donc soit très amicale, il faut que la réponse soit enthousiaste et propose. Il fait le tout et j'ai gagné en temps que d'avoir à rédiger et réfléchir, faire une phrase, réfléchir encore, etc., etc. En plus, je suis sûr d'envoyer un truc sans faute. J'ai aussi l'IA, mais tu as beaucoup parlé d'IA. Est-ce que ça ne favorise pas la paresse intellectuelle? Non, parce que du coup, tu peux te concentrer sur autre chose. L'idée, c'est de faire ce qui te prenait 5 heures en 1 heure. Maintenant, si tu as un flemmard, tu vas utiliser... Parce que si tu ne réfléchis plus, et tu ne réfléchis plus à la constitution des phrases, par exemple, tu faisais un live où tu disais qu'on peut prendre l'IA, il va générer des documents, etc. Si on ne réfléchit plus, c'est une question. Hein. Je suis première utilisatrice de ChatGPT. Je pense que je le sais tous les jours. Mais souvent, je peux avoir ce réflexe de dire, là, allez, aujourd'hui, je crée des documents de 30 pages en moins d'1 heure, même en moins de 15 minutes. Après, tu reformules parce que c'est pas parfait. Mais à ce rythme-là, sachant que ça va encore performer, on va arriver dans quel genre de société? Une société qui aura trouvé comment résoudre certains problèmes plus rapidement. Une société où toi, tu n'auras pas forcément à toujours travailler comme une esclave de la vie. Et tu auras du temps pour toi. Tu peux faire du yoga, tu peux aller à la danse, tu peux aller au foot, parce que tu as fini ta tâche plus vite, ou tu peux multiplier les business pour faire plus d'argent plus vite. Donc, c'est vrai avoir un chirurgien qui a demandé un prompt ChatGPT pour t'opérer. Si l'ordinateur en général fait moins d'erreurs que l'être humain. Donc tu seras à l'aise. Bien sûr que je serai à l'aise. Ok, donc pas besoin de faire un master 7 là ou 10 ou 50. Non mais... Un petit prompt avec les notions de base. Oui, mais il faut savoir que c'est des résultats de travail de plusieurs années. ChatGPT aujourd'hui se base sur le résultat de travail que s'ils font ça un jour, sur le travail que les chirurgiens ont fait au fur et à mesure. Et tout comme le monde a évolué, comme à l'époque les gens se baladaient à pied, puis en charrette, puis en voiture,
Puis en avion, vous allez dire quoi? Que non, finalement, on n'est pas d'accord avec l'avion, on n'est pas d'accord avec la voiture, on veut revenir à l'époque où on marche. Le monde évolue et il y a des métiers qui se créent, il y en a d'autres qui se perdent. C'est comme ça que la vie est. Moi, j'ai déjà implémenté ça dans ma tête. Je ne veux pas me poser la question pendant 80 ans de ma vie à me dire que oui, mais c'est pas normal. Machin. Non, ça va évoluer comme ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est trouver des compétences dessus. L'IA va effacer des métiers, mais va en créer d'autres qui sont pas forcément évidents. Et puis, tu as toujours des choses où tu as toujours besoin de quelqu'un. Même quand tu as toujours des travaux qui vont toujours rester manuels. Même quand tu fais la machine, etc., tu as toujours besoin de quelqu'un qui est là pour appuyer sur le bouton. Même quand tu tapes le prompt, il faut savoir taper les prompts. Si tu tapes mal le prompt, si par exemple tu as dit que non, par exemple, j'ai un truc à la peine 6, et en fait, tu sais qu'il était à la peine 8. En fait, ça existe, c'est le prompteur. Et tu as mis à la veine 8. La machine est en train de t'opérer sur la mauvaise veine. Tu vas dire quoi? Ça veut dire que tu vas être capable de te réinventer au fur et à mesure parce que le monde va toujours évoluer comme ça. Donc, tu as deux choix à ce moment-là. Soit tu fais le philosophe et tu commences à te dire que non, c'est pas bien, etc. Soit tu commences à cogiter que bon, c'est bien beau de dire que c'est pas bien, mais en montant descend le truc est en train d'avancer. Donc je fais quoi? C'est ça en fait, c'est ce qu'il faut se dire. Et moi j'ai toujours pensé comme ça. Quand j'ai commencé à faire de devises, je faisais des mariages. Ensuite, j'ai commencé à travailler pour des entreprises. Ensuite, j'ai commencé à travailler pour des ONG. Ensuite, là, j'ai commencé à travailler les vidéos pour moi-même. Mais j'ai su à chaque fois évoluer parce que bon, soit le marché allait être saturé, soit le marché me saoulait, soit ça évoluait pas trop, soit les clients étaient pas mal. Donc, il faut avancer. Aujourd'hui, je pense pleinement que ça risque peut-être d'être ma dernière année en tant que filmmaker, en fait. Parce que je suis en train de migrer vers autre chose, j'aurai toujours cette compétence-là de pouvoir le faire. Mais c'est plein de trucs qui me fait parce que j'ai un peu fait le tour. Moi, comme j'ai commencé très jeune, j'étais très énergique, donc je travaillais sur beaucoup de sujets. Je vois pas quel sujet sur lequel je n'ai pas travaillé dans le pays là. La santé, l'éducation, l'industrialisation, fonction publique, les mines, le pétrole. J'ai travaillé sur le projet. C'est important de se réinventer. Si tu aimes ça dans la vie, mais sinon après tu peux rester authentique, etc. Mais après tu peux devenir un peu vieux jeu comme souvent certains disent. Mais des fois le vintage aussi c'est bien. Mais il faut juste trouver c'est comme le pierre. faut juste aimer ce qu'on fait. Si tu es prêt à accepter ça, si tu as gagné assez d'argent dans ta vie pour survivre, parce que malheureusement on vit dans un monde où il faut gagner de l'argent pour vivre, tu as fait je sais pas, 1 milliard de chiffre d'affaires et que tu sais qu'avec le milliard là tu peux vivre encore les 20 ans tranquillement, tu vas te poser dans ton coin, tu fais le bûcheron. Dans cette conversation, je retiens que tu es un entrepreneur avant d'être une personne sur les réseaux. Tout d'abord, un entrepreneur, tu es quelqu'un qui réfléchit opportunité, qui réfléchit business. Est-ce que pour toi, c'est important de communiquer sur les réseaux? Oui, parce que ça me permet d'atteindre plus de gens et c'est plus important, c'est plus authentique quand tu as les personnes en face de toi. J'aime beaucoup ce contact avec l'être humain. Mais comme je dis, je sais dans quel monde on est. Je sais que je peux me servir de cet outil pour me rapprocher de cette personne-là. Soit pour commencer à discuter avec elle depuis Internet, soit pour au final après avoir... C'est vrai que j'aime bien organiser des événements. Des fois, j'aime bien organiser des rencontres avec des amis. Donc, je pense qu'une fois, on avait créé un truc qui s'appelait Invest Meet. On avait passé une nuit dans une maison à la plage avec quelques amis pour parler business. C'était un week-end où on chillait, on parlait business au bord de la plage, etc. Il y a beaucoup de gens qu'on a connus là, beaucoup de gens sont connus, beaucoup d'amitiés se sont faites là, mais c'était parce qu'on voulait avoir un cadre où on peut parler un peu de tout ça. Donc, c'est important pour moi Internet parce qu'aujourd'hui ça me permet d'atteindre, de parler plus facilement. Je crois qu'il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur TikTok ou Instagram, il a dit, j'ai oublié le prénom, mais en tout cas il a dit c'était tel depuis la Lopé. Donc il est en train de regarder mes vidéos depuis la Lopé. Donc clairement, si je veux aller à l'OP, je connais le calvaire, mais si le gars on peut discuter comme ça, et j'ai pu apporter une petite idée ou un petit épanouissement que j'ai mis peut-être ça à gens en valeur et il en est fier, moi ça me va. Très bien. On a passé plus d'1 heure. C'était assez intéressant. Mais pour une personne qui t'écoute là aujourd'hui, le deuxième élément qui ressort, c'est que
le travail, en fait, c'est sur la durée. Et le fait que tu documentes ton parcours dès le début, tout est là, ça reste. Pour une personne qui nous écoute, qui aimerait demain se lancer, par exemple, dans la vidéo, à la fois aussi avoir des business, aujourd'hui tout le monde est polyvalent. Comment la personne peut commencer par quoi? Le truc le plus simple, ce serait d'essayer de se rapprocher de moi. De venir aux événements gratuits que je fais, de venir des fois aux événements payants que je fais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas eu cette chance d'avoir quelqu'un qui a fait ce terrain que j'ai fait là pendant toutes ces années. Parce que tout c'était un secteur aussi qui débutait. Aujourd'hui, sur l'IA, tu vois quelqu'un qui va te dire que ça fait 10 ans qu'il travaille dessus, sauf ceux qui l'ont créé. Et donc, vous gagnerez en temps en vous rapprochant. Et là, c'est peu importe d'autres secteurs, hein, mais si c'est le secteur qui me concerne, vous gagnez en temps à vous rapprocher de moi pour que je vous dise les erreurs que j'ai faites, pour que je vous mette en garde, mais aussi pour que je vous donne les pistes de science que j'ai prises, et même d'autres que j'ai pas saisies juste parce que j'ai pas de temps, en fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent servir dans l'audiovisuel, dans des secteurs qui ne le font pas, mais je peux pas tout faire à la fois. Et moi, j'ai aucun problème à balancer mes idées parce que je ne pourrai jamais toutes les réaliser. Tu t'es rapproché de dévanciers dans ton parcours parce que tu t'es fait mentorer par les dévanciers. Non, je me suis pas toi, tu t'es vraiment cassé la gueule. Non, mais je me suis vraiment cassé la gueule. Ok. Parce que il y a quelqu'un que je regardais qui était un photographe. Après, je vais pas faire la photo, puis je vais faire de la vidéo. Il y a quelqu'un que je regardais qui était photographe, mais j'ai été un peu déçu quand j'ai rencontré qui il était vraiment. C'était pas une personne sérieuse. J'ai été très déçu. Je suivais depuis le début du lycée, je voyais ses photos sur internet. J'aimerais bien faire le travail comme lui. J'ai été déçu parce que au final, c'est pas. Il a perdu un peu toute l'admiration que j'avais en fait, parce qu'apparemment, en réalité, il était pas comme ça. Bon. Tu l'as croisé, c'est dans un mauvais moment parce que toi qui es sur les réseaux. J'ai croisé pendant 9 ans. Ah, ok. Je voulais justifier, mais ça fait beaucoup. Et en plus, je vois aujourd'hui qu'il fait certaines choses. En fait, il faut avoir un bon feeling avec les gens. Il faut être à l'aise. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, il faut discuter. C'est vrai que je dis qu'il faut pas avoir l'argent d'abord. Discuter, essayer de voir si vous entendez, si vous avez bien raisonné, si la personne qui te parle en face te plaît, et puis tu pourras apprendre de cette personne. Moi, les trucs où j'ai eu du mentorat, après, j'ai jamais aussi cherché moi-même, hein. Ça, c'est aussi une erreur de ma part. Mais comme j'interviewais les gens, j'étais très curieux. Quand je vais travailler sur un projet, si on va faire un documentaire sur le manganèse, je vais poser beaucoup de questions. Et donc, je me documente sur la chose. Et donc, dans toutes les questions que je pose à la personne, j'apprends de son expérience. Donc, il faut être curieux. Respectueux et curieux, ça te permettra d'acquérir beaucoup de connaissances. Il y a des gens, quand on fait des événements, qui ont peur de venir me voir pour discuter, il y en a qui hésitent pas. Et moi, j'ai jamais hésité. Des fois, je peux être là, je ressens une coiffure, je vois quelqu'un, je sais que ça c'est quelqu'un je sais qu'il fait ça dans les affaires au Gabon. Je vais demander 2-3 conseils. S'il veut pas me répondre, c'est pas grave, je trouverai quelqu'un qui va le faire, mais ça coûte rien laisser, ça ne coûte strictement rien. On est des fois, nous, pour les hommes, des fois, prêts à prendre des râteaux dans la rue. Si tu veux faire pour un truc, non, il faut penser. Il faut prendre son râteau business et avancer. Ok. Et un dernier mot, donc, pour nos éditeurs, même si tu as dit énormément de choses assez intéressantes. Un dernier mot pour conclure. Déjà, merci de m'avoir invité pour ce podcast. Merci pour tes questions pertinentes qui m'ont permis de voyager à travers le temps et les émotions de ce que j'ai pu faire, ce que j'ai jusque-là pu réaliser dans ma vie. Je dirais aux gens de se lancer, de ne pas avoir peur. J'étais pas prédestiné à tout ça. Au départ, hein, quand c'est peut-être le désir, mais j'étais pas prédestiné à tout ça quand j'ai commencé. J'imaginais pas que ça allait m'emmener aussi loin. Mais parce que j'ai cru, j'ai continué, ça m'a ouvert des portes inimaginables. Je me suis retrouvé dans des lieux que je voyais à la télé. Et donc, il faut croire en vous, il faut pas hésiter et il faut investir sur vous-même. Aujourd'hui, c'est plus qu'important. Moi, c'est le chemin que j'ai pris, c'est le chemin que je continue de prendre parce que je suis pas encore où je veux être. Je suis qu'à 40%. Merci, Ayala. Mais en vérité,
c'est le beau 40%. Je sais que les gens qui regardent c'est le beau 40%. Oui. Je suis satisfait d'une partie et j'ai pas encore tout accompli, mais c'est pas la magie, hein. Tout ce que vous voyez sur Internet, c'est pas la magie, c'est du boulot, c'est des échecs, c'est des larmes, c'est des dépressions. Et
Merci d'avoir écouté cet épisode de Loud Podcast. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est parce que cet épisode t'a inspiré. Alors laisse un commentaire partageant ton avis sur cette discussion et on se dit stay tuned pour un nouvel épisode.